Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal qui est tenue à la salle de l'Hôtel de Ville en ce lundi 11 juin 2012, présentement 20h10. Le premier point, ça prendrait un proposeur pour l'ouverture de la séance. Bravo. Proposé par M. O'Connor et M. Aspiro. En point 2, adoption de l'ordre du jour, un proposeur. Proposé par M. Smith. En point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes, donc un proposeur également. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Okay. On serait donc rendu au point 4, qui est le rapport du maire et information au conseil. Écoutez, comme je vous le mentionnais au mois de mai, le printemps dans le domaine municipal, c'est toujours une période qui est très, très intense. Particulièrement, je vous dirais, cette année, là, énormément de projets, énormément de dossiers. Ça bouge beaucoup. À cet égard, la semaine dernière, c'était aussi la semaine de la municipalité. Fait que quand on dit beaucoup de travail, bien évidemment, comme élu, on est beaucoup interpellé, on est beaucoup impliqué. Mais c'est clair qu'il y a aussi, évidemment, tout ce travail-là repose, je dirais, principalement sur les employés de notre grande ville. Étant donné que c'est la semaine de la municipalité, la semaine dernière, on profite de l'occasion, tout le conseil municipal et moi-même, pour remercier les employés de leur excellent travail, de leur excellente contribution au développement de notre grande ville. Sans eux, on ne pourrait pas, évidemment, livrer là, toute cette marchandise et tous ces beaux projets. Les remercier pour leur implication, leur passion. Et c'est clair qu'en travaillant en équipe avec nos employés, on peut faire la différence pour le développement de notre coin de pays. Donc, merci à tous et chacun. Évidemment, on vous avait parlé aussi le mois dernier du gala de la Chambre de commerce et de tourisme. À cet événement, on avait souligné et reconnu là, la contribution exceptionnelle des entreprises, des entrepreneurs, des hommes et femmes d'affaires là, qui développent notre coin de pays. Et on avait omis un événement très important parce que, comme à chaque gala, il y a une famille qui est mise en hommage pour leur contribution exceptionnelle au cours des dernières années. Et tout le conseil municipal, toute la ville de Gaspé, au nom de tous les citoyens et citoyennes, on tient énormément à féliciter et à remercier la famille Desrosiers pour leur contribution exceptionnelle au développement de notre coin de pays. On a été à même de constater toute l'historique de la famille de M. Jean Desrosiers et tous ses enfants. Tout ce qu'a pu faire M. Desrosiers comme implication, c'est vraiment un entrepreneur dans l'âme qui a contribué, comme on le dit, d'une façon très importante au développement de Gaspé, au développement de la Gaspésie. Donc, c'est important pour nous de lui rendre hommage et de souligner sa contribution importante au développement de notre coin de pays. Puis il y avait une philosophie, M. Desrosiers, qui a été justement lancée lors du gala. Il disait qu'une chose qui mérite d'être faite, mérite d'être bien faite. Fait que c'est une philosophie qu'on essaie, nous aussi, d'avoir à la Ville de Gaspé avec tous les projets qu'on développe. Lorsqu'on réalise des choses, c'est important de bien le faire et de mettre le maximum d'efforts pour que ça se réalise. Donc, un chapeau, puis une félicitation à la famille Desrosiers pour leur contribution au développement de notre coin de pays. Puis on espère que ça va poursuivre encore longtemps. Un autre dossier qui nous a beaucoup interpellés dans les dernières semaines, les derniers mois, je vais l'appeler le dossier fédéral. On ne sait plus comment l'appeler. On l'a appelé dossier Développement économique Canada, dossier Parc Canada, Parc Forillon. Là, c'est la fermeture du Centre de services des communications et trafic maritime de Rivière-Nord qui a été vraiment la dernière annonce qui fait vraiment mal. On parle de fermeture. On parle d'une perte de 1,5 million de dollars de masse salariale. Écoutez, c'est clair, puis on l'a dit dans les médias, on va prendre le temps qu'il faut, donc d'ici à l'automne, pour se mobiliser, pour interpeller notre population. Mais c'est clair qu'en tant que Gaspésiens et Gaspésiennes, on ne se laissera pas mourir sans rien dire, là. Je veux dire, avec tous les efforts qu'on a faits dans les dernières années pour développer notre coin de pays, pour diversifier notre économie, si on réussit à faire 2 pas par en avant, puis qu'avec des coupures comme ça, on en fait 5 par en arrière, là, bien, écoutez, on n'arrivera jamais à atteindre notre objectif qui est d'assurer un développement fort de notre grande ville, de notre coin de pays, de notre Gaspésie. Puis on ne se cachera pas que dans les coupures au niveau du fédéral, c'est clair que la communauté de Gaspé, la ville de Gaspé, est directement là, touchée. Et je dirais que c'est certainement la ville, en tout cas l'une des villes en Gaspésie qui est le plus durement touchée à cause que, évidemment, c'est des emplois qu'on avait chez nous. C'est des emplois qui sont bien rémunérés, des bonnes conditions. Ces gens-là participent par leur implication dans la communauté au développement de notre collectivité. C'est clair que ça a un impact majeur. Puis,
faut interpeller le gouvernement fédéral parce qu'on a quand même une certaine période, je vous dirais, entre autres, en ce qui a trait aux fermetures du Centre de services de communication et de trafic maritime de Rivière-Nord. On a quand même un délai de 2 ans pour essayer de tout faire pour que le gouvernement revienne sur sa décision. Écoutez, vraiment, là, c'est l'avenir de notre communauté qui en dépend, puis particulièrement d'un village comme Rivière-Nord. Puis je vais laisser la parole tantôt à M. Aspiro, évidemment, qui est directement là, associé puis impliqué dans le dossier. C'est d'ailleurs M. Aspiro, dans les premières minutes de l'annonce, qui m'a interpellé à savoir comment on pouvait se mobiliser. Là, l'été arrive, les pêcheurs sont interpellés aussi dans le dossier, ils sont en pleine pêche, en pleine saison de pêche. Mais c'est clair que cet automne, on va faire un appel à tous les Gaspésiens et Gaspésiennes que nous sommes pour se positionner. Puis comme je vous dis, on ne se laissera pas mourir sans rien dire, là. Fait qu'on devra faire des actions soutenues et majeures pour que le fédéral revoie ses décisions, tant au niveau du Parc Canada, Parc Forillon, au niveau de Développement économique Canada et particulièrement, je vous dirais, là, particulièrement le Centre de services de communication et de trafic maritime. Et là-dessus, je céderai la parole à M. Aspiro, qui est directement, évidemment, touché et impliqué dans le dossier. Oui, merci, M. le maire. On recule quand même en 2002. M. Dumanceau rencontre la Chambre de commerce de Rivière-Nord afin de soi-disant éteindre les rumeurs existant sur la fermeture du Centre de communication de trafic maritime de Rivière-Nord. En 2003-2004, la Ville de Gaspé a envoyé des lettres à Pêche et Océan faisant part de la préoccupation d'une éventuelle fermeture des services de communication de Rivière-Nord. En fermant le centre de communication, il reste le bâtiment ainsi que tout le matériel électronique et les équipements. Que faisons-nous de tout ça? Il y a longtemps été difficile de trouver des personnes intéressées à travailler au centre de Rivière-Nord. Mais depuis quelques années, ce problème était résolu et tout allait bien. Une étude des charges de travail a été réalisée en 2001-2002 pour permettre d'évaluer quel centre était le plus achalandé. Il est déplorable que la sécurité des gens soit mesurée de cette manière. Quand on connaît le nombre de pêcheurs gaspésiens dans le golfe Saint-Laurent et dans la basse Côte-Nord, le besoin n'est pas moindre parce que la flotte est constituée d'embarcations de pêche. On parle, comme M. le maire vient de dire, de 16 emplois, soit de 1,5 à 1,6 millions de masse salariale. On espère que tout le monde sera solidaire afin que nous puissions conserver ce service dans notre région. Ça va de la sécurité des gens et de l'économie de la région au complet. Merci, M. le maire. Merci à vous, M. Aspiro. Une belle implication puis une belle information qui nous permet de bien comprendre là, ce qu'on vit dans notre grande ville et particulièrement à Rivière-Nord. Donc, on va y revenir pour le dossier fédéral. Un autre dossier, évidemment, qui a bougé très rapidement dans les dernières semaines, c'est tout le dossier pétrolier. Souvenez-vous, à la dernière rencontre du mois de mai, je vous avais informé j'avais rencontré personnellement le ministre Gignac, qui était venu ici même nous rencontrer, bien comprendre, entre autres, la situation dans le domaine et tout le développement pétrolier. Et on a pu, lors de cette rencontre, lui exprimer un peu nos inquiétudes, nos questionnements, et surtout lui dire que ce qu'on souhaitait, parce que c'est clair au niveau du conseil de ville qu'il y a une volonté de voir cette industrie se développer. On est pour l'exploration et l'exploitation, mais clairement dans un nouveau modèle. Et je vous dirais que ce modèle-là, il est à construire, il est à développer, et c'est clair que pour l'instant, on n'a pas ce nouveau modèle-là qui nous permettrait là, d'avoir un appui total au développement de cette filière. Ceci étant dit, le gouvernement avait des choix importants à faire, soit l'octroi de forage dans le secteur d'Alderman et l'octroi aussi de forage, de permis de forage, pardon, dans le secteur de Bourque, là, le secteur Bourque, le gisement Bourque qu'on appelle, ça se situe entre Murdochville puis Grande-Vallée. Donc, on a pu lui exprimer nos inquiétudes, nos questionnements. C'est clair qu'on s'est dit qu'au niveau du conseil de ville, qu'on serait les chiens de garde de la population et les chiens de garde en termes d'environnement aussi, parce que, comme on le dit, on est pour, mais pas n'importe quel prix, puis avec aussi le développement d'un nouveau modèle. La première question que tous les citoyens se posent, en tout cas moi qu'on m'a posée, c'est quel est l'impact de ces forages sur l'eau, sur notre eau potable. Hein? On sait que dans le secteur d'Alderman, entre autres, il y a beaucoup de gens qui ont leur eau à partir de puits. Notre prise d'eau aussi dans le secteur de la rivière Saint-Jean est quand même à 5 km là, des travaux qu'on va réaliser dans les prochains mois. Et on a pu exprimer clairement au ministre notre inquiétude et notre volonté d'avoir plus d'informations pour prendre de bonnes décisions.
Face à cette inquiétude-là, à ces questionnements-là, le ministre a convoqué à Québec une batterie d'experts. Géologues, hydrogéologues. On a pu participer aussi à ces rencontres-là avec tous les sous-ministres en titre qui étaient sur place, les gens du ministère de l'Environnement, les gens du ministère des Ressources naturelles. Il y avait aussi les gens de l'INRS. C'est important que les gens comprennent bien qu'il y a présentement un projet de recherche, OK, qui est piloté par l'INRS. Donc, c'est une université qui, évidemment, ce qu'on souhaite et ce qu'on comprend pour avoir parlé à ces gens-là, qui sont totalement indépendants, si vous voulez, de la compagnie pétrolière, même si, il faut le dire, pétrolière contribue financièrement à la réalisation de cette recherche-là. Moi, j'ai pu parler vraiment là, au chercheur en chef là, qui m'a confirmé que ces études étaient indépendantes et qu'ils ne seraient pas influencés là, par la pétrolière, même si elle contribuait financièrement au projet, puis qu'il y avait d'autres projets là, de ce genre-là qui avaient été développés dans le passé. Donc, suite à ces rencontres-là, ce qu'on a pu nous dire, c'est clair que zéro risque, ça n'existe pas, mais les gens se sont sentis, disons, assez confortables qu'il était peu probable, c'est ce qu'ils ont employé comme mot, là, qu'il y ait une relation entre les forages que Petrolia va faire à Haldimand et une relation avec la nappe phréatique, donc les puits d'eau et aussi notre prise d'eau potable. Donc, selon toute l'information qu'ils ont présentement sur la géologie de ce secteur-là, sur l'hydrogéologie, selon eux, il serait très, très peu probable qu'il y aurait une relation entre les forages de Petrolia et une future contamination de la nappe phréatique ou de notre prise d'eau potable. Donc, à la suite de cette rencontre-là, le ministre a décidé d'octroyer le permis de forage à Petrolia, qui est un forage qui est traditionnel, mais horizontal. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on ne parle pas de fracturation, parce que pour nous, au Conseil, jusqu'à présent, en termes de précaution, on est contre la fracturation parce qu'on n'a pas encore tout l'élément d'information pour pouvoir prendre une autre décision que celle-ci. Donc, en termes de précaution, on est contre la fracturation. Donc, c'est un forage qui est traditionnel. On a eu aussi l'assurance de la part de l'INRS qu'il y aura des puits d'observation. Donc, il y a des puits qui ont été forés tout près des forages que Petrolia ou que les travaux de Petrolia vont se réaliser pour suivre là, en temps réel l'impact que pourraient avoir ces forages-là sur la nappe phréatique. On nous a demandé aussi au niveau de notre prise d'eau potable à installer des sensors, des puits, on appelle ça tests, là, où on va vraiment valider toute l'information, tous les impacts que pourrait avoir. On parle au niveau de la terme de pression, pas juste au niveau des contaminants, là, mais vraiment savoir s'il y a une relation lorsque Petrolia fait des forages, s'il y a un impact ou s'il y a une relation qui pourrait éventuellement là, être faite entre nos puits d'eau potable, les puits des citoyens et les travaux de Petrolia. Ce qui a amené le ministre à octroyer les permis à Petrolia. Bon. C'est clair que, de notre côté, on aurait aimé avoir plus de temps, OK? Parce qu'on n'a pas répondu à l'ensemble de nos questions, à l'ensemble de nos interrogations, à l'ensemble de nos inquiétudes. Pour ce qui est de l'eau potable, on a répondu, je vous dirais, en très grande partie à nos inquiétudes, mais pour nous, on aurait souhaité avoir encore plus de temps pour approfondir les hypothèses qui sont amenés par les experts dans le domaine, à savoir qu'il n'y a pas de relation entre les forages de Petrolia et nos puits puis nos prises d'eau potable. L'autre élément qui a été important pour nous, c'est l'impact sur le paysage. Hein? Beaucoup de nos citoyens veulent savoir c'est quoi l'impact sur les paysages. Encore là, avec une présentation de la pétrolière, de Petrolia, de l'industrie, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce qui nous est proposé, c'est clair que ça aura peu d'impact sur le paysage. Ce qu'on a présentement comme information en date d'aujourd'hui, là, et si cette information-là, elle est bonne, là, il y aura peu d'impact sur nos paysages dans le modèle de développement que Petrolia s'est donné pour le secteur d'Haldimand et tous les autres secteurs là, qui veulent développer. Mais je me répète, on aurait souhaité avoir plus de temps pour approfondir encore les connaissances dans ce dossier-là avant d'aller de l'avant. Mais on respecte la décision du gouvernement et c'est ce qu'on a demandé justement à ces ministères, c'est de venir rencontrer la population. On a demandé au ministre de l'Environnement et au ministère de l'Environnement de venir rencontrer la population pour répondre aux questions et exprimer leur action et leur
leur projet et leurs responsabilités dans ce dossier-là. Puis on a demandé la même chose au ministère des Ressources naturelles, de venir rencontrer la population pour pouvoir bien exprimer aux citoyens et citoyennes le rôle que joue le gouvernement présentement dans le développement de cette industrie-là. Puis, fort de constater, quand même avec la plus grande volonté que peuvent avoir les gens de l'environnement et les gens du ministère des Ressources naturelles, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on manque de connaissances. C'est qu'on manque encore d'éléments, d'informations et de réponses pour vraiment s'assurer que le gouvernement a vraiment un très bon contrôle sur le développement de cette filière-là. On s'en remet des fois, et selon nous, trop souvent, à l'industrie pour avoir des informations et des réponses aux questions qu'on peut soulever. Ceci étant dit, je vous le dis, moi j'ai vu de Petrolia, puis j'ai une relation je dis quasiment semaine après semaine avec eux sur des questionnements. On sent une bonne volonté. Est-ce qu'on a tout l'ensemble de l'information? Je ne pourrais pas vous dire aller aussi loin que ça, mais on sent quand même une bonne volonté de vouloir répondre à nos questions. Et ce qui est clair aussi, c'est que les forages qu'on va faire sont des forages d'exploration et que justement, ce qu'on nous a confirmé au niveau des scientifiques, là, entre autres chez l'INRS, ces forages-là vont nous permettre d'avoir une meilleure connaissance. C'est ce qui nous donne, disons, confiance en la décision du gouvernement, c'est que ces forages-là vont nous donner d'autres éléments d'information, une meilleure connaissance de la situation géologique, hydrogéologique du secteur d'Haldimand pour prendre une décision ultime, à savoir si on va ou non exploiter, parce qu'on est toujours en exploration. OK? Donc, on s'en remet, si vous voulez, à cette période-là où on va avoir encore du temps pour aller chercher de l'information, pour répondre à l'ensemble de nos questions et nos inquiétudes. Donc, on a encore un temps qui est important, et ces forages-là, on les voit comme des forages qui vont nous permettre d'accumuler des données, d'accumuler de l'information pour prendre de meilleures décisions collectivement. C'est comme ça qu'on le voit, parce que, premièrement, il n'y a pas de fracturation, ça c'est la bonne nouvelle, c'est des forages qui sont de type traditionnel, et qu'il y aura des chercheurs qui vont évaluer jour après jour, semaine après semaine, les travaux pour aller chercher ces données-là pour justement avoir plus de connaissances puis prendre de meilleures décisions. L'autre excellente nouvelle qu'on a obtenue, ça, on est vraiment fiers que le ministre s'est commis sur cet élément-là, parce que présentement, dans la loi, c'est pas inscrit. Hein, quand on dit qu'on veut développer un nouveau modèle, c'est ce genre d'action-là qu'on attend de notre gouvernement, et le ministre l'a confirmé. Si un jour, il y a exploitation de la ressource pétrolière à Haldimand ou partout sur le territoire, en tout cas, là, on se concentre évidemment sur le dossier de Haldimand, le gouvernement déclenchera un BAP. Automatiquement, il y aura un bureau d'audience public au niveau de l'environnement qui, là, va vraiment nous permettre d'avoir le temps nécessaire, les experts nécessaires et vraiment regarder de fond en comble quel est ce développement-là et quels sont les impacts et quelles sont les bonnes décisions pour minimiser s'il y a les impacts sur notre environnement, sur la vie des citoyens dans le secteur d'Haldimand ou autre. Donc ça, là, je peux dire que c'est un très grand gain qu'on a obtenu. On est très fiers de cette action de la part du ministre qui confirme qu'il y aura un BAP si éventuellement on se rend jusqu'à l'exploitation. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le forage d'exploration, OK, ça se peut qu'après ce forage-là, qu'il n'y en a pas de développement pétrolier dans le secteur d'Haldimand parce qu'on n'est pas sûr encore du réel potentiel. On a une vision positive, on a une connaissance qui nous permet de croire qu'effectivement, on pourrait aller récupérer ce pétrole-là, mais il n'y a rien, mais vraiment rien de sûr. Ce qu'on nous dit, c'est 50-50. On a autant de chances de faire une découverte pétrolière qui amènerait à une exploitation commercialement rentable qu'il y a autant de chances qu'on arrive au fait que, malheureusement, à cause de la situation géologique et autres, qu'on ne pourra pas aller retirer le pétrole du secteur d'Haldimand de façon commerciale, donc rentable. Donc, ça aurait été un projet d'exploration, mais on ne se rendra pas à l'exploitation. Mais nous, on disait, écoutez, s'il y a 50 des chances qu'on se rende à l'exploitation, on veut avoir des garanties. C'est quoi la suite des choses, là? Parce qu'on comprend que si Petrolia fait ces forages-là et qu'il y a une découverte importante, bien, c'est quoi la prochaine étape? Et on voulait avoir une garantie que les citoyens et que la ville de Gaspé seraient protégés en ce qui a trait à nos questions, nos inquiétudes, là, puis notre nouveau modèle qu'on veut développer. Et je me répète, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un BAP.
c'est confirmé pour une future exploitation possible des hydrocarbures dans le secteur, dans le domaine. Et ce qu'on souhaite, là, c'est que, évidemment, le ministre, je pense que s'il a décidé pour ce secteur-là, il va évidemment prendre la même décision pour tout ce qui pourrait se faire sur notre territoire et sur notre territoire de la Gaspésie. Donc, comme je vous dis, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement, les ministères concernés, le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles, viennent directement sur le terrain, rencontrer puis informer la population de leur rôle qu'ils jouent. Parce que quand on parle de nouveaux modèles, c'est ce qu'on veut faire. On veut voir un modèle qui va développer et qui va permettre plus de retombées pour la communauté. Parce que présentement, là, disons-le très clairement, là, les grands gagnants, si on fait une découverte, là, c'est le gouvernement de par des redevances importantes. Et une action importante que le gouvernement a faite, puis qu'on reconnaît, je l'ai dit la dernière fois, maintenant que le gouvernement du Québec est propriétaire, que nous sommes collectivement propriétaires comme actionnaires de l'entreprise Petrolia, bien, c'est clair qu'on aura aussi de meilleures retombées. Comme Québécois, Québécoises, on aura de belles redevances et de belles retombées comme propriétaires. Par contre, la communauté qui est directement touchée, qui est la communauté de Gaspé, pour l'instant, on n'a vraiment pas grand-chose. OK? Si ce n'est là, de nous faire miroiter là, des emplois là, puis du développement. Là, je veux dire, une fois que les pompes sont installées là, puis que ça fonctionne, là, c'est pas là, une industrie, là, quand on parle d'exploitation, qui est très créatrice d'emplois. Il y a un autre, par contre, aspect qui peut être créateur d'emplois, puis ça, on va vous en parler. Donc, c'est clair qu'il faut avoir un nouveau modèle pour avoir plus de retombées pour la communauté. On veut un nouveau modèle où on mettrait en place une sorte de police verte, okay, vraiment dédiée au développement des hydrocarbures, qui serait évidemment des employés de l'État, qui viendraient du ministère de l'Environnement, des Ressources naturelles, des biologistes, des géologues, des hydrogéologues, des gens complètement indépendants de l'industrie qui vont venir sécuriser nos populations, puis qui vont venir faire en sorte qu'on va prendre de bonnes décisions. Puis ça, ce qu'on aimerait, c'est que ces gens-là, ils travaillent directement dans le milieu qui est touché par le développement de cette industrie-là, en Gaspésie, à Gaspé. Parce que présentement, c'est des spécialistes ou des chercheurs ou des gens qui travaillent au niveau du gouvernement qui sont à partir de bureaux de Québec. Désolé, là, mais c'est pour ça qu'on avait demandé au ministre de viens voir, tu sais, viens voir concrètement sur le terrain. Quand on parle dans le domaine, c'est quoi? Quand on parle des rivières à saumon, c'est quoi? Quand on parle de notre prise d'eau potable, elle est où? Il faut être sur le terrain pour prendre de bonnes décisions. Ça, pour nous, c'est un incontournable. Et ce qu'on souhaiterait, c'est de mettre en place cette fameuse nouvelle organisation, peu importe, qui serait vraiment établie ici, puis qui créerait de l'emploi, puis qui vraiment assurait une protection de l'environnement pour notre population. On aimerait aussi mettre en place une sorte de technocentre de l'éolien, si vous voulez, mais pour le domaine pétrolier, parce que ce qu'on veut voir, c'est que, entre autres, est-ce qu'on pourrait annoncer un créneau accord d'excellence, un créneau d'excellence des hydrocarbures pour la Gaspésie, comme on l'a fait dans le domaine éolien. Ça assure une mobilisation des industries, ça assure aussi une mobilisation des centres de formation et autres, et ça nous permet, parce que les créneaux accords, ce que ça dit, c'est que tout le gouvernement doit se positionner, mobiliser une région, aider une région à développer une industrie, et là, on obtient évidemment plusieurs millions d'investissements, plusieurs possibilités en termes de formation pour que notre collège, entre autres, ici, se positionne, plusieurs projets, entre autres. Je vous donne un exemple. Là, les millions qu'on va investir pour forer là, à Haldimand ou à Bourque, là, bien, beaucoup de notre argent va servir aux entreprises qui viennent de l'Alberta, là. Les entreprises qui sont à l'extérieur de notre province. Okay? Mobiliser une foreuse, on parle de 750 000 $ pour mobiliser une foreuse. Là. Donc, c'est des compagnies qui viennent de l'extérieur. Puis nous, là, bon, c'est bien là, louer des hôtels, des restaurants et tout ça, mais je veux dire, disons, les vraies retombées serait un peu comme Junex a fait, parce que Junex a construit une foreuse. La première foreuse québécoise, c'est Junex qui l'a construite. Puis ce que je dois vous dire, c'est on pourrait dire qu'elle est 50 à 75 % gaspésienne, parce que c'est des gens gaspésiens qui ont travaillé pour Junex, qui ont construit cette foreuse-là. Et là, on a vraiment un réel développement économique, parce que quand on parle de construire des foreuses, là, c'est des dizaines et des dizaines de millions de dollars, là, pour construire une foreuse. Donc, imaginez le beau chantier de construction qu'on pourrait avoir dans notre communauté pour vraiment aller chercher le maximum de retombées de cette filière-là. C'est ce qu'on aimerait mettre en place quand on parle de nouveaux modèles. Et il faut être cohérent à ce qu'on a dit au niveau de l'hôtel du conseil de ville. On veut mettre en place des actions pour diminuer notre dépendance au pétrole. Parce que la solution ultime, c'est ça. Je veux dire, tout le monde arrive à ce même constat-là au niveau mondial. Il faut imaginer, elle sera longue, cette transition-là, ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années, mais il faut un jour arriver à diminuer notre dépendance au pétrole pour que collectivement,
on soit plus gagnant et qu'on ait surtout moins d'impact sur notre environnement. Donc, et c'est ce que certains pays ont fait, entre autres la Norvège. Ils utilisent les revenus du pétrole, d'une ressource qui est non renouvelable, pour créer une économie puis une richesse qui est durable. Ça se fait, ça. Entre autres, dites-vous que les parcs éoliens en Gaspésie sont à 60% les premiers parcs du 1000 MW propriétaires de TransCanada, qui est une grande pétrolière en Alberta. Donc, ils ont utilisé des revenus d'une ressource qui est non renouvelable, le pétrole, pour investir dans le domaine de l'éolien. Et d'ailleurs, à travers le monde, les entreprises qui investissent le plus dans le développement des nouvelles énergies, le développement durable, aussi bizarre que ça peut paraître, ce sont les pétrolières qui ont bien compris que cette économie-là a quand même une durée dans le temps et qu'on doit voir des nouvelles façons de faire pour avoir une meilleure économie puis un meilleur environnement. Donc, je vous fais un peu un résumé du nouveau modèle qu'on a pu exprimer auprès des sous-ministres en place. Puis, il y en a d'autres, là, d'autres éléments qu'on va revenir, là. Entre autres, les questions de fonds de compensation et autres, là, fonds d'indemnisation et autres. Parce que, donner un exemple très concret, quand je vous disais tantôt qu'on a posé des questions, on n'a pas toutes les réponses. Demain matin, Petrolia fait faillite. Ça peut arriver, ça. Qui s'occupe des forages, là? Qui, là, concrètement, là, va s'assurer que ça n'a plus d'impact sur l'environnement puis qu'on va sortir les millions nécessaires pour, fermer ou avoir une étanchéité sur les puits, là? Mais présentement, on n'a pas la réponse à cette question-là. Évidemment, je pense que le gouvernement va être responsable puis il va prendre ses responsabilités. Mais concrètement, pour l'instant, là, on n'a pas ce genre de réponse-là pour amener le conseil municipal à avoir un appui envers cette nouvelle économie-là. On a encore besoin de réponses à nos questions pour prendre des bonnes décisions puis avoir un bon modèle qui va respecter l'environnement, qui va respecter les communautés puis qui va assurer le maximum de retombées pour nos collectivités. Donc, voici un peu en ce qui a trait au dossier du pétrole. Et puis, je vais terminer un peu avec l'éditorial par rapport à cette dynamique-là parce que, bon, ce qu'on a demandé, c'est avoir une nouvelle rencontre avec le ministre Gignac. Puis on veut avoir de nouvelles rencontres aussi avec M. Arcan, Paul Arcan, qui est le ministre... Paul, excusez, son frère, Pierre Arcan, c'est ça, excusez. Qui est son frère, qui est le ministre de l'Environnement. Donc ça va être important pour nous d'avoir des rencontres concrètes avec ces personnes-là pour voir leur vision, puis qu'on nous sécurise au niveau de l'environnement, entre autres. Puis je vais vous dire un peu l'éditorial de la journée, là. C'est clair, parce que je veux faire le pont avec l'autre dossier que je vais vous parler, c'est le dossier de l'éolien. J'espère que le ministre va être aussi vite à octroyer des permis de forage dans le domaine pétrolier qu'il va l'être pour annoncer le prochain appel d'offres de 1000 mégawatts dans le dossier de l'éolien. OK? Le premier ministre est passé, il nous a confirmé qu'il allait faire le plus rapidement possible. Le ministre Gignac a dit aussi que c'était sa priorité. Ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, ce dossier-là est sur le bureau du ministre, c'est sur le bureau d'Hydro-Québec. Puis c'est le temps, là. C'est le temps qu'on annonce l'appel d'offres au niveau de l'éolien. Je vous le dis, là, puis là, je vais faire le pont avec l'éolien, là. J'arrive d'Atlanta au Congrès américain sur l'éolien. Et là, présentement, l'Ontario est en train, mais vraiment, vraiment, de prendre la pôle. Puis on va tout perdre les investissements qu'on a faits au niveau du Québec si vite, là, le plus vite possible, on n'annonce pas ce 1000 mégawatts-là, 700 mégawatts orphelin, puis le 300 mégawatts au niveau du Grand Nord, pour conserver notre longueur d'avance. OK? Moi, j'ai été à même de constater là, que présentement, c'est vraiment l'Ontario avec leur annonce de 7500 mégawatts, là, puis avec en tout cas des contrats alléchants aux turbiniers, là, où on sent vraiment que les grands turbiniers de ce monde là, regardent le marché de l'Ontario, même s'ils sont très, très intéressés par le marché québécois, parce que la façon que le Québec a voulu développer cette industrie-là, ça a été innovant, puis on a vraiment une façon de faire avec Hydro-Québec qui nous permet d'attirer des turbiniers. D'ailleurs, au colloque à Carleton, la semaine prochaine, le colloque éolien, on aura de grands turbiniers, les GE de ce monde, les Repower, les Enercon. Il y aura aussi un nouveau joueur très, très important, Goldwind, qui est le deuxième producteur d'énergie éolienne au monde, qui sont les Chinois. Les Chinois, évidemment, se sont inscrits dans le développement de cette filière-là et ils seront à Carleton. Et c'est clair qu'on a besoin d'envoyer un signal à ces gens-là parce qu'ils veulent travailler, entre autres, avec notre usine ici de fabrication de pales LM Wind Power. Puis là, je vous dis, là, c'est des emplois, là. Tu sais, le pétrole, là, c'est un peut-être développement, OK? Mais l'éolien, là, c'est 300 emplois, c'est concret, là.
Fait que j'espère que le ministre va être aussi rapide à octroyer des permis de forage qu'il va l'être pour annoncer l'appel d'offres de l'éolien parce qu'on l'a besoin maintenant. Là, c'est là que ça le prend pour envoyer un signal clair parce que les turbiniers, regardent, ils font des choix. Là. Doug Goldwyn, là, ils vont venir visiter l'usine d'LM. Ils aimeraient ça travailler avec LM, fabriquer des pales. Mais c'est clair que s'ils n'ont pas de contrôle, s'ils n'ont pas un signal qu'il y aura un développement dans l'avenir prochain, ben ils vont, c'est clair, se diriger vers l'Ontario, où là, présentement, on met la table, puis on propose de très, très beaux contrats. Donc, on a travaillé très fort en Gaspésie ou au Québec pour positionner l'éolien. Puis là, le gouvernement a la responsabilité de poursuivre cet effort-là, puis d'envoyer un signal très clair en octroyant rapidement. Puis ce qu'on aimerait, clairement, c'est que durant le colloque à Carleton, que le ministre et que nos députés puissent faire cette annonce comme de quoi qu'on aura ce 4e appel d'offres de 1000 MW, 700 MW de mégawatts orphelins qu'on appelle, et le 300 MW pour le Grand Nord. Dossier éolien pour, évidemment, l'usine d'LM. Écoutez, ça bouge énormément. Il ne faut pas se le cacher. Les gens sont bien au courant. On sait qu'il y a eu du mouvement de personnel ici à l'usine même de LM. On sait qu'il y a eu du mouvement au niveau mondial avec le départ du vice-président à la production au niveau mondial. Nous, on avait obtenu une rencontre avec le président mondial d'LM il y a 2 semaines pour se rendre. Puis, il faut comprendre que ces gens-là, on se parle, puis il me dit, mais écoutez, justement, on s'en va chez vous. Chez vous étant Atlanta, parce que eux, là, Gaspé puis Atlanta, c'est comme l'Amérique du Nord, là. Fait qu'ils disaient, on s'en va justement chez vous, on pourrait se rencontrer. Donc, on a dit, on va se voir, c'est beau, Atlanta, au Congrès américain. Et vendredi, on apprenait que le président avait démissionné, en fin de compte, avait quitté, en fin de compte, LM Wind Power. Donc, on comprend bien là, qu'il y a quand même beaucoup de mouvements de personnel. Ça nous a beaucoup questionné. Et on a pu avoir de très belles rencontres, autant avec des clients de LM qu'avec aussi les gens d'LM. Puis là, je veux quand même rassurer là, les employés chez LM. L'usine de Gaspé est encore très bien positionnée dans le groupe d'LM. Je vous dirais que c'est une usine qui amène beaucoup de moyens, qui amène beaucoup de capitaux au groupe. Présentement, la crise, elle est vraiment américaine. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2012, on parle aux États-Unis qu'il y aura un développement de 9500 MW. Et pour 2013, parce que le gouvernement fédéral a retiré un avantage fiscal, on parle que de 1500 MW pour tous les États-Unis au complet. Je vous dirais, là, c'est la crise dans le domaine de l'éolien pour les États-Unis. Et c'est pour ça que là, tous les turbiniers, là, je vous dis, là, regardent quels sont les marchés potentiels. Le Canada en est un. Puis là, bien, présentement, le Canada là, se transforme comme en Ontario. Moi, j'ai assisté, là, je vous le dis, là, organisé par le gouvernement fédéral, à un déjeuner où on disait « Venez investir au Canada ». Les Chinois étaient là, les Américains, tout le monde à travers le monde. Puis on a beaucoup parlé de la stratégie de l'Ontario et même de la ville d'Hamilton, là, comparativement à ce qu'on a pu faire pour le développement du Québec, parce que on n'a pas d'appel d'offres concret. Là. Même si on se défendait en disant, là, le premier ministre est venu nous dire qu'il allait faire l'annonce, c'est sous peu. Là, on va dire, on nourrissait l'espoir, là, mais là, il faut transformer l'espoir là, en contrat réel pour que ces industriels-là, parce qu'ils sont vraiment ouverts là, à revoir leur stratégie d'affaires, ils étaient beaucoup concentrés sur les États-Unis. Là, présentement, le marché tombe complètement. On a une opportunité exceptionnelle, je vous le dis, là, pour positionner puis continuer à avoir notre longueur d'avance au niveau du Québec et, concrètement, conserver nos emplois à l'usine. Là. C'est 300 emplois qui en dépendent. Les Repower de ce monde veulent faire des pales à Gaspé. Les G de ce monde veulent faire des pales à Gaspé. Les Goldwyn, qui est un nouveau turbinier, comme je vous dis, veulent faire des pales à Gaspé. Ils vont venir visiter l'usine. Mais encore faut-il qu'ils ont des contrats pour donner des contrats à LM. Puis on a eu vraiment là, une assurance à travers tout le groupe là, que Gaspé est bien positionné. On a des défis de transport très importants. D'ailleurs, on va faire, si tu vois bien, en tout cas, on a des bonnes nouvelles pour Carleton. Là. Je ne vendrai pas les scoops parce qu'on a à suivre la semaine prochaine à Carleton. Là. Mais on a pu avoir de bons contacts avec LM et d'autres partenaires. Puis vraiment, là, c'était un voyage très profitable. Puis on attend à ce moment-ci là, une décision là, claire du gouvernement avec l'octroi de cet appel d'offres-là. Donc, ça fait le tour un peu pour le dossier aussi éolien qu'on suit de très proche. Puis évidemment, quand il y aura un appel d'offres, on va aussi se positionner au niveau de la Régie intermunicipale de l'énergie pour être des propriétaires puis continuer à aller chercher le maximum de retombées parce que maintenant qu'on a cette fameuse Régie intermunicipale de l'énergie, on peut devenir propriétaire collectivement de ces parcs-là qui créent évidemment beaucoup de retombées et beaucoup de profits qu'on pourra nous aussi profiter, c'est le cas de le dire.
Donc, c'était les deux dossiers majeurs, pétrole et éolien, avec le dossier fédéral qu'on vous a parlé tantôt. Rapidement, en rafale, on a fêté le 35e anniversaire de l'Association des pompiers de Gaspé. Donc, on veut bien évidemment leur souhaiter bonne fête, mais surtout les remercier pour l'excellent travail qui a été réalisé dans les 35 dernières années. Il faut comprendre que l'Association des pompiers de Gaspé, par leur activité, contribue énormément au développement économique, OK, par la réalisation, entre autres, là, de leurs événements où on attire beaucoup de gens, beaucoup de touristes qui viennent là, ici même là, profiter de leurs activités. Ces gens-là aussi recueillent énormément d'argent pour acheter des équipements qui servent à la protection, à la sécurité, à la prévention. Je veux dire, un gros chapeau puis un gros merci parce que, faut pas se le cacher, là, tous ces équipements-là qui sont achetés à même les revenus de l'association, ben c'est nous collectivement, comme citoyens, payeurs de taxes, qui économisons en fin de compte de l'argent. Fait qu'on a été là, évidemment, samedi, leur témoigner toute notre reconnaissance pour l'excellent travail. Puis entre autres, on l'a vu dans le dossier des inondations. Je veux dire, on a gagné des prix au niveau national, là, des prix importants. Puis c'est clair qu'il y a une partie de ces prix-là, une grande partie de ces prix-là qui appartiennent aux pompiers, au travail qu'ils ont réalisé avec, bon, évidemment, les policiers, les gens de travaux publics et autres, mais c'est des partenaires là, majeurs en termes de sécurité publique. On l'a dit tantôt, il y avait la semaine municipale. On voulait aussi, puis on l'a fait, remercier tous les bénévoles parce qu'il y a les employés, bon, directement, mais il y a aussi tous ces bénévoles qui s'impliquent dans le développement de notre collectivité. Merci, merci, merci pour tout ce que vous faites, pour les jeunes, pour le développement économique, pour les aînés, pour les loisirs, le sport, la culture, et j'en passe. Là. Merci pour votre contribution qui est inestimable. Et puis, il y a eu justement aussi des gagnants de certains prix. En tout cas, les conseillers seront à même là, de vous témoigner là, des gens qui ont été reconnus au niveau régional. Des très beaux prix qui ont été offerts à des gens d'ici pour prouver aussi que nos gens d'ici là, peuvent performer là, à des niveaux régionaux et nationaux. Le Grand Voyage, pour ceux qui ont eu la chance d'aller voir ce spectacle à Rivière-Nord, chapeau, 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 félicitations. C'est extraordinaire. Ça prouve tout le talent qu'on peut avoir, particulièrement dans le secteur de Rivière-Nord, mais dans tout le Grand Gaspé, parce que bon, il y a des gens de partout qui ont été interpellés. Mais écoutez, c'est extraordinaire et je peux vous garantir un avenir grandiose pour le Grand Voyage. Là. C'est des gens de chez nous qui ont du talent à revendre. On veut dire, on joue dans les ligues majeures. Je vous le dis, là, ce qu'ils ont fait là, avec ces jeunes-là, avec les citoyens, c'est à couper le souffle. Puis pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, bien, ça va revenir. C'est clair qu'on veut que ça revienne. Puis on vous invite de pouvoir aller voir ce spectacle-là qui est extraordinaire. Puis, dernier point en finissant, c'est Festival Musique du Bout-du-Monde qui a gagné un prix, le Grand Prix du tourisme. Puis avec la belle programmation qui a été annoncée, ils ont eu aussi la chance de rencontrer le conseil de ville pour parler, parce que l'année prochaine, ce sera leur 10e anniversaire. Puis ce qu'on nous dit, c'est que ça sera grandiose aussi. En tout cas, félicitations à tous les gens qui s'impliquent dans le Festival Musique du Bout-du-Monde. Et il paraît qu'on n'a pas fini d'être surpris et de voir de beaux événements qui vont se développer chez nous. En tout cas, on va laisser les gens là, faire leurs annonces en temps et lieu. Profitons de la 9e édition avec des beaux spectacles cette année. Puis je peux vous garantir qu'ils ont de grands projets pour leur 10e anniversaire. Donc, ça complète ce qu'on voulait vous échanger avec vous.